Imaginez la scène. Un général, en plein combat, se fait transpercer l'œil par une flèche. Sans hésiter, il l'arrache et l'avale. Voilà l'image qu'on a tous en tête quand on pense à Xiahou Dun, un des guerriers les plus terrifiants de l'histoire de la Chine. Mais est-ce que c'est toute la vérité? Derrière cette icône, cette véritable furie, se cache une histoire bien différente. Et aujourd'hui, on va justement démêler le vrai du faux, l'homme du mythe. Essence de mon père, sang de ma mère, je ne peux jeter cela. C'est avec cette phrase incroyable que la légende est née. Ce n'est pas juste un cri de guerre, hein, c'est bien plus que ça. C'est une déclaration d'une puissance folle qui a littéralement transformé un homme en mythe. On est là, au cœur même de son histoire, ou du moins de l'histoire que tout le monde aime raconter. Alors d'où vient cette légende, cette histoire complètement folle? Eh bien, elle ne sort pas de nulle part, bien sûr. Elle vient d'un livre ultra célèbre, le roman des Trois Royaumes. C'est une œuvre monumentale, oui, mais attention. Même si elle se base sur des faits réels, c'est avant tout un roman. Et qui dit roman dit événement largement enjolivé, romancé. C'est vraiment là, dans ces pages, que l'image de Xiahou Dun, le guerrier ultime, s'est gravée à jamais dans l'imaginaire collectif. Et la scène, franchement, est d'une brutalité pure. On est au cœur du chaos, la bataille fait rage, et bam, une flèche se plante dans son œil. N'importe qui d'autre se serait effondré, non? Pas lui. Non. Il arrache la flèche, son œil vient avec, et là, il l'avale. C'est un geste complètement fou, presque surhumain, qui transforme ce qui aurait dû être une faiblesse, une défaite personnelle, en un acte de défi absolu, de quoi terroriser n'importe quel ennemi. Et voilà. Voilà comment on fabrique une icône. Mais attention, pour vraiment comprendre la portée de ce geste, il faut aller au-delà de la violence brute. Ce n'est pas juste pour montrer qu'il est dur à cuire, non, il y a une dimension culturelle essentielle. Dans la pensée confucienne de l'époque, le corps est vu comme un don des parents, un don sacré. En avalant son propre œil, il pose un acte de piété filiale absolument extrême. Il refuse de jeter la moindre partie de ce que son père et sa mère lui ont donné. Et c'est cette charge symbolique, bien plus que l'acte gore lui-même, qui a rendu cette histoire si incroyablement puissante. Bon, tout ça, c'est la légende. C'est magnifique, c'est puissant. Mais que se passe-t-il si on ferme le roman et qu'on ouvre les livres d'histoire, les vraies archives? Eh bien, l'histoire qu'on découvre est bien plus nuancée et, pour être honnête, beaucoup plus humaine. Et là, le fossé entre le mythe et la réalité, il est juste énorme. Alors oui, c'est vrai, Xiahou Dun a bien perdu un œil au combat, ça c'est historique. Mais nulle part, absolument nulle part dans les archives, il n'est mentionné qu'il l'a mangé. Au contraire, les textes nous décrivent un homme profondément humilié par cette blessure. Il détestait tellement son surnom, Xiahou le borgne, qu'on raconte qu'il fracassait les miroirs de rage. On est très loin du héros imperturbable de la légende. Là, on découvre un homme avec un ego, une fierté, un homme blessé. Et si on creuse un peu sa carrière militaire, eh bien, le bilan est assez sévère. On a un général qui se fait prendre en otage par ses propres soldats, qui est vaincu lors de la bataille où il perd son œil, et qui plus tard fonce tête baissée avec ses hommes dans une embuscade qui était pourtant évidente. Le portrait qui se dessinait sans appel, Xiahou Dun n'était pas un grand stratège. C'était même, disons-le, un tacticien assez médiocre. Et c'est là que la vraie question se pose. S'il était si peu doué sur le champ de bataille, comment a-t-il pu devenir l'un des hommes les plus puissants du royaume? Comment a-t-il pu garder la confiance totale de son seigneur, le terrible et brillant Cao Cao? La réponse, elle va complètement changer la vision qu'on a de ce personnage. C'est simple en fait. La vraie valeur de Xiahou Dun, ce n'était pas ses victoires. C'était autre chose. Quelque chose de beaucoup plus rare à cette époque et donc infiniment plus précieux pour un leader comme Cao Cao. Sa loyauté. Une loyauté absolue, totale, infaillible. Et cette loyauté, elle ne date pas d'hier. Pour comprendre le personnage, il faut remonter à ses 14 ans. À cet âge, il tue un homme. Pourquoi? Simplement parce que cet homme avait insulté son professeur. C'est un acte d'une violence extrême, bien sûr, mais ça nous montre déjà tout son caractère, une fidélité féroce, sans compromis, envers les gens qu'il respecte. Alors, est-ce que c'est vraiment étonnant qu'il ait été le tout premier officier à rejoindre Cao Cao quand celui-ci a commencé à monter son armée? Et la confiance que Cao Cao lui portait en retour, c'était quelque chose d'inédit. Il faut bien se remettre dans le contexte. On a eu une époque où la trahison est monnaie courante. Et pourtant, Xiahou Dun était le seul homme à avoir le droit d'entrer dans les appartements privés de Cao Cao sans même s'annoncer. C'est juste fou. Il montait dans le même chariot que lui, il a sauvé sa famille pendant une rébellion, leurs enfants se sont mariés. Ce n'était plus une relation seigneur à général, c'était une relation quasi fraternelle. Il faut dire que Cao Cao, c'était un génie pour repérer le talent chez les gens. Et il a très vite compris que le véritable talent de Xiahou Dun, ce n'était pas la stratégie militaire.
Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a progressivement éloigné des combats pour lui donner des responsabilités où son vrai génie, lui, pouvait enfin briller. Et voici ce qui est peut-être son plus grand accomplissement. La région est frappée par une famine terrible, une invasion de criquets, une vraie catastrophe. Nommé administrateur, il ne se contente pas de donner des ordres depuis sa tente. Non, il lance un immense projet de barrage pour l'irrigation et, surtout, on le voit lui-même les pieds dans la boue travailler aux côtés des soldats. Ce geste, cet acte d'ingénieur et d'administrateur de terrain a sauvé la population et a montré un leader qui se souciait vraiment de son peuple. Ça ajoute encore une autre facette au personnage, qui est de plus en plus complexe. Cet homme au tempérament de feu, cet impulsif, était en privé quelqu'un de très économe, qui préférait donner sa fortune à ses troupes plutôt que de la garder. Et ce n'est pas tout, c'était aussi un homme d'études, qui invitait son ancien professeur dans son camp militaire pour continuer à apprendre, même en pleine campagne. On est loin du simple guerrier, c'était un homme plein de contradictions. Donc au final, on se retrouve avec deux histoires, deux héritages pour un seul nom. D'un côté, on a le demi-dieu de la guerre, une création de la fiction. Et de l'autre, l'administrateur dévoué et loyal, mais il faut le dire un tacticien assez limité, que nous montrent les archives. La question c'est, comment ces deux portraits si différents peuvent-ils coexister? En fait, la distinction est très claire. La légende, elle vient du roman. Elle glorifie un acte de bravoure incroyable, mais qui n'a jamais eu lieu. L'histoire, elle, nous montre sa vraie valeur. Ce n'était pas son talent à la guerre, mais bien sa loyauté indéfectible et son don, assez surprenant, pour l'administration et la gestion. Et la consécration arrive en 220. Cao Cao meurt. Son fils, Cao Pi, prend la suite et fonde officiellement le royaume de Wei. Et l'un de ses tout premiers actes en tant qu'empereur, c'est de nommer Xiahou Dun général en chef, le plus haut rang militaire possible dans tout l'empire. C'est la reconnaissance suprême, la récompense ultime pour toute une vie de loyauté. Et si on veut la preuve ultime, la voilà. Son titre posthume, c'est-à-dire le nom que l'histoire lui a donné après sa mort, ce n'est pas le victorieux ou le féroce, non. On l'a appelé le marquis Zhong Xun, ce qui veut dire le marquis loyal. Au final, ce que l'histoire a retenu de lui, ce ne sont pas ses faits d'armes, mais bien cette qualité unique et infaillible sur laquelle tout un royaume s'est construit. Et tout ça, ça nous laisse avec une question assez fascinante. Finalement, qu'est-ce qui a le plus d'impact? Un mythe spectaculaire, même s'il est faux, qui inspire des millions de gens, ou la vérité, plus discrète, d'un travail bien fait et d'une loyauté sans faille? Pour Xiahou Dun, les deux coexistent. Et c'est peut-être ça qui rend le personnage historique encore plus intéressant que sa propre légende.